Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez bien aussi. N'hésitez pas à me dire si jamais ma voix n'est pas claire. Je perds un petit peu ma voix aujourd'hui, donc je vais y aller doucement. Et si jamais je suis pas très clair dans mon élocution, n'hésitez pas à me le dire dans le chat pour que j'articule et que je fasse des efforts. Alors, je vais vous mettre le diapo. Ok, c'est bon, vous entendez bien, ok. Parfait, parfait, parfait. Hop. Tac. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien le diapo aussi. Hop. Nickel. Ok, parfait. Parfait, parfait. Bon, et ben on va commencer. Alors, aujourd'hui, c'est une conf qui est donc sur la galénique, comme vous l'avez vu. Elle va pas être très longue, parce qu'au début, j'avais commencé à faire une conf vraiment un peu, on va dire, de cours, avec des définitions, les normes, tout ça. Et en fait, c'était un peu imbuvable. C'était vraiment pas du tout de la bonne pédagogie, et c'était surtout ben, un peu interminable. Donc du coup, je suis passé sur des annales de QCM qu'on va donc voir ensemble, hein. Vous n'hésitez pas à bien participer dans le chat, à donner vos réponses, poser vos questions, à allumer votre micro aussi si vous avez des remarques, des questions, comme d'habitude, c'est avec plaisir. Et tous ces QCM, ils seront entrecoupés de petits points de cours sur ben, comment dire, les petites choses à bien retenir pour la galénique, pour le concours, qui retombent souvent, ou les petites définitions techniques qui ne sont pas tout le temps bien comprises ou bien connues. Hop. Les deux livres alors, que je vous conseille, en plus de vos cours de fac, hein, parce que généralement quand même les cours de galénique sont pas mal dans nos facs, c'est le livre en fait des préparateurs en pharmacie, celui de gauche, pharmacie galénique, qui a l'avantage d'être assez synthétique, contrairement au moniteur à droite, qui est quand même assez massif, quoi. C'est des gros blocs de texte, il y a quelques schémas, mais pas énormément, et c'est quand même, ça va assez dans le détail. Moi, j'aime bien celui des préparateurs, c'est celui que j'avais utilisé le plus. Il y a beaucoup de schémas, beaucoup de diagrammes, donc pour un peu se clarifier les idées, c'est vraiment pas mal. Alors, il y a toute une partie qui ne nous concerne pas vraiment, hein, qui n'est pas au programme, mais malgré tout, c'est plutôt pratique. En plus, il coûte bah, beaucoup moins cher qu'un moniteur si jamais vous ne l'avez pas dans vos BU. Donc, je vous le recommande. Hop. J'ai séparé les QCM par item pour que quand même on soit un minimum organisé et qu'on reste dans la même idée à chaque fois et qu'on puisse un peu faire le tour de l'item. Et donc, on commence avec l'item sur la stérilisation et le conditionnement aseptique. Donc, hop, premier QCM d'anal qui est assez général et qui va du coup nous permettre un peu de discuter de cet item et des grandes lignes qui sont importantes à retenir. N'hésitez pas à me donner vos réponses dans le chat et dès que j'en ai quelques-unes, on voit la correction ensemble et je vous fais un petit point. Ok, BE. Ouais, BE, je suis d'accord. Le premier item est assez simple. Évidemment, on ne peut jamais avoir la certitude qu'on va complètement détruire ou complètement se débarrasser des micro-organismes, des endotoxines. Ça, c'est vraiment la définition de la stérilité. En théorie, on se débarrasse de tout ce qui est présent, mais en pratique, c'est inatteignable et en fait, on a des notions de seuil pour justement considérer que quelque chose est stérile, que ce soit un médicament ou un dispositif médical. Pour les températures, c'est là où on va aborder la première du coup, méthode de stérilisation, qui est la stérilisation par la chaleur, qui est donc un moyen physique, un procédé de production. On en reparlera après par la suite
pour séparer toutes ces méthodes. Et en fait, le fait d'avoir une chaleur humide, donc de la vapeur d'eau, nous permet d'avoir, enfin, de se contenter, on va dire, de températures plus faibles, puisqu'il va y avoir l'efficacité de l'eau, une partie hydrolyse et une partie aussi conduction de la chaleur par l'eau. Au niveau des durées aussi, ce n'était pas ici dans l'item, mais les stérilisations par chaleur humide sont plus courtes. On est de l'ordre de quelques minutes, alors que vous voyez que pour la chaleur sèche, on est sur un ordre de grandeur de plusieurs heures, une ou plusieurs heures. La chaleur sèche, c'est quand même de moins en moins utilisé, hein, c'est un peu désuet, mais ça existe encore. Ensuite, évidemment, dans un autoclave, on n'est pas à vide, hein. Ça se comprend bien. L'autoclave, c'est ce qui permet de faire la stérilisation par chaleur humide. Donc, on aura bien de la vapeur d'eau et donc pas du vide autour de notre verrerie, par exemple, à stériliser. Ensuite, on parle du coup du travail en ambiance aseptique et de filtration. Ça, c'est du coup une autre méthode de stérilisation, qui est donc un procédé d'élimination, qui va être la filtration. Ici, le piège, c'est dès qu'on parlait de filtration clarifiante. La filtration clarifiante, elle ne stérilise pas, elle fait que, entre guillemets, nettoyer. Et une notion qui est importante, alors, est-ce que ça tombera dans un item? Je ne sais pas, mais en tout cas, à comprendre pour la stérilisation, c'est qu'on ne peut stériliser correctement que quelque chose qui est propre. Si vous avez, par exemple, du matériel de bloc qui est souillé par des tissus, des liquides biologiques, etc., vous ne pouvez pas le stériliser en l'état. Il doit d'abord y avoir une étape de nettoyage, puis une étape de stérilisation. Donc, c'est un peu le même principe avec la filtration ici, hein. D'abord, filtration clarifiante pour nettoyer, et, enfin nettoyer entre guillemets, et la filtration stérilisante qui, elle, va stériliser à proprement parler. Et après, filtre écran, bon, ben, ça, c'est pour la filtration stérilisante, c'est une définition, entre guillemets. Hop. Donc, est-ce que pour ce premier QCM, c'est clair ou la différence entre chaleur humide, chaleur sèche? Donc, chaleur humide, c'est dans des autoclaves avec des températures et des durées de stérilisation plus faibles. Et la stérilisation par chaleur sèche, c'est de moins en moins utilisé. Et c'est dans des fours ou des étuves avec là des températures de stérilisation qui sont beaucoup plus longues. Ça vous va ou pas? N'hésitez pas à me dire hein, pour le rythme même de la con, si vous voulez que je blablate moins à la fin des QCM sur les notions du cours, ou si vous voulez que je blablate plus. Alors, est-ce que tu peux expliquer l'item C? Alors, c'est celui donc, sur la stérilisation à l'autoclave. Donc, l'autoclave, comme je disais, c'est la machine qui nous permet de faire de la stérilisation par chaleur humide. Et donc là, il demande si c'est bien sous vide. Alors, chaleur humide, comment ça fonctionne? Tu mets, par exemple, tes récipients, ton matériel à stériliser dans une grosse machine. Tu la fermes. Tu vas avoir une production de vapeur d'eau qui est très chaude, hein, entre 121 et 134 degrés Celsius pour les pharmacopées et les normes AFNOR en France. Et en fait, tu vas contrôler la pression tout le long de la stérilisation. Et cette vapeur d'eau va, au contact de ton matériel, le stériliser. Donc, on comprend bien que ce n'est pas du vide. S'il y a de la vapeur d'eau, tu n'es pas dans le vide, tu vois. Il y a quelque chose. Le vide, c'est l'espace. Voilà. Ok, donc vous voulez que je continue de blablater. Ok, ça va alors. Oh, merci, vous êtes mignon. Alors, est-ce que l'on nettoie par une autre méthode tout de même avant d'utiliser l'autoclave, comme la filtration clarifiante avant la filtration stérilisante? Oui, 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 oui. On ne met pas dans un autoclave des choses complètement souillées, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, du matériel de bloc avec, je ne sais pas moi, des morceaux de tissu, de liquide biologique et tout. Il faut que ce soit déjà propre. Est-ce que je peux expliquer la D aussi? En fait, la D, c'était juste que
l'ambiance aseptique, donc aseptique, c'est qu'il n'y a pas de micro-organismes. Bah, en fait, ça, on ne peut pas l'assurer avec une filtration clarifiante. Filtration clarifiante, si vous voulez, c'est le maillage, donc les pores dans le filtre sont trop gros pour arrêter les micro-organismes. C'est simplement pour nettoyer s'il y a des particules en suspension alors que c'est une solution qu'on est en train de préparer, etc. On ne va pas retenir, par exemple, des bactéries, des choses comme ça. C'est vraiment la filtration stérilisante qui, qui sera utile à ce niveau-là. Et donc là, on parle de l'air, filtration clarifiante de l'air. En fait, ça va être des filtres HEPA, H-E-P-A, qui vont être utilisés pour pouvoir assurer une stérilité en fait, de l'air ambiant. HEPA, ça veut dire haute efficacité pour les particules de l'air. Voilà. Est-ce que ça va mieux pour l'item D ou c'est pas assez clair? Parce qu'après, on reparle encore un peu de... Ouais, c'est clair? Ok. Bon, de toute façon, je crois le prochain ou le celui d'après, il y a encore une question sur la filtration, donc on pourra en reparler. Donc, hop, je vous mets le deuxième QCM. Oui, si on remplaçait par filtration stérilisante, alors ouais, ça infiltrait pas, hein, mais oui, du coup, ça marcherait. C'est un filtre stérilisant, c'est un filtre absolu, quoi, le filtre HEPA. Voilà. Hop, deuxième QCM qui reparle encore quand même de chaleur et de filtration. Avec des trucs un petit peu plus techniques avec des chiffres. Ok, il y a du BC, il y a du ABDE, donc vous êtes quand même partagé. Ok, ok. Quand même un peu plus de BC. Ok, alors, le premier item, donc on nous indique, on nous demande si on peut stériliser une préparation injectable avec une température de 70 degrés pendant 30 minutes. Alors, comme je montrais à la diapo précédente, je reviens en arrière, en fait, qu'on utilise de la chaleur humide ou de la chaleur sèche, dans tous les cas, vraiment, on est au strict minimum à 121 degrés Celsius. Donc, cette température de 70 degrés, elle n'est pas stérilisante. On ne va pas tuer les micro-organismes, on ne va pas les détruire plutôt. Donc, c'est insuffisant. Et en plus, 30 minutes, c'est court pour une température aussi faible. Ensuite, donc à l'autoclave, c'est-à-dire en chaleur humide, comme je disais tout à l'heure, l'autoclave, c'est la machine qui permet de faire de la stérilisation par chaleur humide, 120 degrés Celsius pendant 20 minutes. Alors ça, cet item, il est hyper important. Je vais essayer de vous les faire remarquer comme ça, les items qui reviennent régulièrement dans les QCM des années. Cet item-là, honnêtement, je pense qu'il est revenu peut-être 3-4 fois, voire plus. Ils adorent cet item-là. Euh, il n'y a pas de logique à comprendre, c'est une norme. Donc voilà, c'est, il y a des normes de la pharmacopée européenne, des normes AFNOR, donc ça c'est française, et ça c'est un peu bête et méchant, des chiffres à connaître. Donc cet item était bien juste. C'est donc 0,20 micromètres pour les pores des filtres. Est-ce que c'est suffisant pour stériliser une préparation injectable? Alors, bah, oui, puisque en fait, on va avoir deux tailles de pores. La filtration clarifiante, dont je parlais à la diapo d'avant, qui était pour, donc, on va dire, nettoyer, clarifier la solution, ou l'air d'ailleurs. Et là, les pores sont de 0,45 micromètres. Ils ne sont pas suffisants pour arrêter tous les micro-organismes. Et là, la filtration stérilisante, avec des pores de 0,22, et du coup, si les pores sont plus petits, bon, bah, ça fonctionne aussi, comme 0,20 dans l'item. Là, avec ces pores-là, on va pouvoir vraiment stériliser la solution. Les 20 minutes, c'est seulement pour les préparations injectables. Non, il me semble que les normes AFNOR et pharmacopée, c'est pour la chaleur humide de manière générale. Il faut considérer qu'on a stérilisé quelque chose en chaleur humide de manière générale.
Pour les rayonnements ionisants, donc ça c'est encore une autre méthode dont on n'a pas parlé, qui est un procédé de destruction, un moyen physique, qui sont les rayonnements ionisants. Vous allez en avoir plusieurs qui sont utilisables. Les deux principaux, ça va être les rayonnements gamma et les rayonnements bêta. Les rayonnements bêta, en fait, c'est pratique, entre guillemets, parce que c'est, comment dire, le temps d'exposition, le temps de stérilisation est très court, mais le problème, c'est que c'est très peu pénétrant. Pour ceux qui sont forts en radio A, ça fonctionne pareil, c'est la même chose dont on parle. Et les rayonnements gamma, eux, ils vont être beaucoup plus pénétrants, mais au niveau infrastructure, c'est un peu plus complexe parce que comme ils sont plus pénétrants, il faut des locaux spécifiques et spécialisés pour ce type de stérilisation. Et la tyndalisation, alors ça, je ne sais pas où ils sont allés le chercher, mais c'est une méthode de... Donc, bref, je sais même pas, on ne peut même pas vraiment dire de la stérilisation, où en fait, on fait plusieurs cycles de chauffage à des températures à peu près de 60 degrés. Donc, un coup à 60 degrés, un coup on laisse reposer, un coup à 60 degrés. Et en fait, ça élimine certaines bactéries. Ça détruit certaines bactéries. Mais bon, c'est évidemment pas quelque chose de satisfaisant d'un point de vue médical. Alors, une question. Si on autoclave une préparation injectable, on va tout évaporer notre dite solution. Alors, là, par exemple, tu veux dire si tu as un flacon avec une préparation dedans, euh, en fait, c'est fermé. C'est-à-dire que c'est pas, comment dire, t'as pas ton flacon ouvert avec ta solution qui se mélange avec la chaleur humide et tout ça. C'est fermé. Après, je vous ai fait un petit, à la fin de cette partie-là, après le troisième QCM, je vous ai fait un tableau récap sur quelle méthode, donc chaleur, rayonnement, etc., est utilisée pour quel type de matériel, quel type de médicaments et tout ça. Donc, je pense qu'on peut en reparler directement à ce moment-là, parce que je vois qu'il y a des questions sur les rayonnements ionisants, les dispositifs médicaux. Alors, euh, les rayonnements ionisants, ils peuvent aussi être utilisés pour les médicaments non conditionnés. Mais on en reparle après, si vous voulez bien. Hop, alors, je vais essayer de lire vos messages, il y en a beaucoup. Tac, tac, tac. Bon, les rayonnements ionisants qu'on utilise vraiment, là en santé, c'est gamma et bêta. Il y a les UV aussi qui peuvent être utilisés pour les surfaces, mais c'est quand même moins répandu. Alors, mais alors, il ne faut pas que les espèces soient thermosensibles. Oui, 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 oui. Ça, bien sûr. Alors, pour la chaleur, si ton principe actif ou tes excipients, peu importe, sont thermolabiles, donc détruits par la chaleur ou en tout cas altérés par la chaleur, c'est absolument incompatible. Et justement, cette méthode n'est pas utilisable. Mais du coup, là, tu prends de l'avance parce qu'il y a un QCM qui revient là-dessus, qui revient là-dessus après. Alors, ouais, du coup, les UV, oui, aussi pour la stérilisation de l'air. Mais je crois que c'est utilisé surtout pour les PSM et les trucs comme ça, les hôtes et tout ça. Mais bon, honnêtement, j'ai cherché un peu parce que je me suis posé la question et j'avoue que en milieu médical, ça m'a pas l'air hyper répandu. En recherche, ouais, mais en milieu médical, j'avais pas vu beaucoup d'infos. Alors, on a eu un cours par une pharmacienne responsable de stérilisation et elle semblait nous dire que pour la stérilisation par la chaleur humide, tout ne se faisait plus qu'à 180 degrés pendant 18 minutes. Doit-on considérer les 120 degrés pendant 20 minutes comme toujours à jour, comme encore à jour, ou pas? Elle justifiait ce choix par la prise en compte des ATNC, mais je ne sais pas si c'est une nouvelle norme ou un choix de l'hôpital. Alors là, je t'avoue que je ne saurais pas dire du coup pour ton hôpital si c'est quelque chose qui est spécifique à vos procédures et votre service de stérilisation.
Je t'avoue que ces normes-là, c'est les normes de l'AFNOR et de la pharmacopée européenne. Et il me semble pas, enfin en tout cas à ma connaissance, elles sont encore validées, enfin elles sont encore valides. Mais, mais bon, après, si c'est une prof, enfin une pharmacienne responsable de stérilisation qui t'a dit ça, bah, j'aurais tendance à la croire quand même. Mais après, oui, demande-lui du coup si c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à votre CHU ou si c'est une nouvelle norme. Pour ATNC, du coup, pour ATNC, on vous a répondu. Je le dis quand même pour du coup ceux qui ont que la vidéo, qui n'ont pas le chat, c'est les agents transmissibles non conventionnels. Donc tout ce qui est pas une bactérie, pas un virus, pas un parasite, pas un champignon. Voilà. Comme le prion pour la vache folle. Oui, Creutzfeldt Jacob. Euh, je pense avoir loupé l'info, mais vis-à-vis des rayonnements utilisés, lesquels sont à but stérilisant? Alors, si tu veux, on en reparle à la fin, j'ai fait un tableau, mais alors ceux qu'on utilise vraiment, c'est gamma et bêta. Et tu peux aussi retrouver les UV pour stériliser l'air et les surfaces. Hop. Alors, tac, 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 tac. Pourquoi la question D est fausse du coup? La question D, c'est les radiations ionisantes gamma. Alors ça, c'est parce qu'en fait, pour les médicaments qui sont conditionnés, donc là, la préparation injectable, les seuls, comment dire, la seule méthode qui est utilisée, c'est la chaleur humide. Voilà. Après, bah, je suppose qu'il y a eu des études de performance pour montrer que c'était pas suffisant, tu vois. Mais je ne saurais pas aller au-delà au niveau scientifique, en tout cas, pour te dire pourquoi les gamma ne fonctionnent pas pour ça. Hop. Du coup, je vous mets le troisième QCM, qui revient encore sur la filtration stérilisante. Bon, là, il y a un item qui revient d'un QCM précédent, donc celui-là, vous êtes obligé de le mettre. Là, il n'y en a qu'une seule à mettre, du coup, un seul item à mettre, et c'est celui qui est faux. Ok, bon, bah, que des bonnes réponses. Voilà, donc tout le monde dit D, donc tout le monde est d'accord. C'est bien la D. Pour la A, je ne reviens pas dessus, 0,22 micromètres, on en a déjà parlé dans le QCM précédent. C'est le seuil de porosité pour pouvoir avoir une filtration qui est stérilisante. Bon, évidemment, le principe de la filtration, c'est que ça ne peut fonctionner qu'avec des fluides, donc qu'avec des liquides et des gaz. Hein. On ne va pas pouvoir stériliser une poudre avec la filtration stérilisante. Ensuite, bon, pour l'ester de cellulose, ça c'est un peu comme les excipients qu'on va voir tout à l'heure, c'est du par cœur. Ou alors vous êtes un chimiste extrêmement fort et vous avez une âme de galéniste et vous comprenez tout l'intérêt des molécules pour telle ou telle application, mais bon, ça à retenir par cœur. Ensuite, du coup, l'item D qui était l'item faux. Donc celui-là, on en a parlé pareil tout à l'heure, suite... non, on n'en a pas parlé tout à l'heure. On va en parler tout de suite. Évidemment, pour une solution injectable, la filtration stérilisante, c'est pas mal. Et pour une suspension injectable, le principe de la suspension, c'est que du coup, il y a des particules non dissoutes. Et ben, on pense bien que si on fait une filtration avec 0,22 micromètres, en fait, on va arrêter ces particules. Donc, en fait, c'est totalement contre-productif. On va certes enlever nos bactéries, nos endotoxines, etc., mais on va aussi enlever nos particules en suspension. Et enfin, pour le dernier item, ça c'est un item qui est intéressant. Donc évidemment, ça permet de retenir les endotoxines et qui montre une différence entre les procédés de destruction, donc que ce soit les moyens physiques, c'est-à-dire la chaleur et les rayonnements ionisants, ou les moyens chimiques
avec des gaz comme l'oxyde d'éthylène, l'acide peracétique, tout ça, qui, eux, vont avoir une action de destruction, donc détruire les micro-organismes. Mais du coup, ce qui reste de ces micro-organismes, ça ne disparaît pas dans les terres, voilà, ça reste là. Alors que les moyens d'élimination, comme la filtration, bah, justement, on va pouvoir éliminer ça aussi. Hop. Pour la D, ce qui est faux, c'est suspension et thermosensible. Non, 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 parce que là, c'est bien l'item, il porte sur la filtration stérilisante. Quand tu fais une filtration, il n'y a pas de hausse de température. Donc, c'est thermolabile, c'est pas un problème ici. Hop. Et là, le dernier QCM sur la partie stérilisation et conditionnement aseptique. Vous ne faites pas avoir, c'est bien les items faux. Ok, une réponse pour l'instant. J'ai un AE. Bon, tout le monde est d'accord pour AE. Bon, bah, vous êtes tous super forts en galénique déjà. Alors, donc là, c'est bien les items faux. Évidemment que si c'est thermolabile, on ne va pas pouvoir faire stériliser par de la vapeur d'eau, puisque c'est la chaleur humide. L'autoclave, comme je disais, donc la chaleur humide, c'est vraiment ce qui est le plus répandu. La chaleur sèche, c'est en perte, enfin, c'est ridicule en termes on va dire, de part de marché de la stérilisation, quoi. On a encore ce retour du 121 degrés pendant une durée minimale. Comme je vous disais en présentant la chaleur humide, on suit la pression et la température tout au long du cycle. Et enfin, bah, le dernier item, c'était les préparations solides ne sont jamais stérilisées par ce procédé. Ben, si. Et je vous ai remis ce que j'ai dit à l'oral précédemment, donc avec les procédés de stérilisation, ce qui est destruction, ce qui est élimination, physique, chimique et filtration. Hop. Et là, je vous ai fait un petit tableau récap, alors que je vais peut-être pas lire en entier parce que ça va être un peu fastidieux, mais en tout cas qui vous montre par type d'objet ou de produit à stériliser, à savoir que ce soit du matériel, des médicaments conditionnés ou non, l'air ou des surfaces, quel type de stérilisation on peut employer et sous quel, on va dire, procédé plus précis. Donc voilà. Ça, c'est un tableau qui est tiré du bouquin dont je vous parlais pour les préparateurs. Donc, Pharmacie Galénique BP. Ils ont un tableau récap, enfin, ils ont ce tableau récap que j'ai repris. Alors, voilà, je ne pense pas qu'il s'agisse de l'apprendre par cœur pour le concours hein, et de connaître par cœur toutes ces choses-là, mais c'est de comprendre au moins la logique, en tout cas. Donc, on voit que les moyens chimiques qui sont jamais tombés en QCM, je crois, c'est-à-dire là les gaz dont je vous ai parlé avec l'oxyde d'éthylène, l'acide peracétique et tout ça, c'est utilisé que pour stériliser des matières ou l'air, enfin des surfaces, quoi. C'est jamais le cas pour des médicaments. Est-ce que pour l'item sur la stérilisation, ça vous va? On passe à la suite. Yes, ça vous va? Parfait. Comme d'hab, de toute façon, vous aurez le diapo à la fin hein, sur le drive. Hein, hop, donc on part maintenant sur la libération conventionnelle qui en fait va rassembler, c'est le plus gros item, hein, qui va rassembler à la fois un peu le traitement des excipients, les différentes formes, donc les comprimés, les solutions injectables, euh, les règles de préparation hospitalière, ce genre de choses. Hop, tac. Et je vous mets donc le premier QCM. Et donc il faut me dire parmi ces 5 excipients, lesquels peuvent être des agents liants.
Hop, alors j'ai plein de réponses. Je vais juste répondre à une autre question du coup qui était sur la partie précédente. La différence entre un médicament conditionné et un médicament non conditionné. Le médicament non conditionné, ça va être ton principe actif et ses excipients euh, qui ne sont pas dans leur emballage, donc dans leur conditionnement primaire, conditionnement secondaire, etc. C'est ça le conditionnement. Donc, donc j'ai quoi comme réponse? J'ai du ABE, du AE, du C. Ok, donc là, très partagé quand même. Je sais pas si nous, je sais qu'en PACES, on avait plein de QCM comme ça où il fallait apprendre des listes d'excipients et leur rôle qu'ils pouvaient avoir dans un comprimé, dans une préparation injectable et tout ça. C'est un peu le même principe. Et donc là, les bonnes réponses étaient A, B, E. Le stéarate de magnésium, c'est donc un lubrifiant. Donc pour améliorer, alors il y a plusieurs types de lubrifiants, mais notamment pour euh, améliorer l'écoulement. Et le lactose, lui, ça va plutôt être un diluant. Donc là, pareil, si vous avez un esprit de galéniste, chimiste très développé, vous voyez sûrement la logique à cette répartition. Et sinon, bon, il faut apprendre un petit peu. Alors pour les macros, alors tu demandes du coup pour les PEG, donc polyéthylène glycol, euh, est-ce qu'ils sont tous agents liants? Alors il y a un peu la même problématique que les macrogols. Donc macrogol aussi, tu as le poids moléculaire qui est derrière. Donc tu as le macrogol, alors je ne sais plus, mais on va dire 50, 100, 400, etc. Et en fait, en fonction de ça, déjà, ils ne vont pas être dans le même état et non, ils ne vont pas forcément avoir le même rôle dans la formulation du médicament. Sachant que voilà, hein, voilà, comment dire, un même excipient peut avoir différents rôles, hein. Il n'est pas forcément cantonné à une seule catégorie, hein. Alors, on demande, est-ce que la carboxyméthylcellulose sodique, c'est pas un délitant? C'est ma bonne question. Est-ce que c'est aussi un délitant? Je regarde. Si quelqu'un a la réponse, ouais, ouais, c'est aussi le cas. Ok, c'est possible, hein. Mais voilà, comme je disais, c'est pas, comment dire, ça s'oppose pas forcément, hein. Dans le sens, il peut être liant et délitant après quand il est au contact de l'eau, par exemple. Est-ce qu'il y a une source fiable qui catégorise ces excipients? Ben, alors, nous, ce qu'on utilisait à la fac quand on avait des TP de galénique, c'était le Handbooks of Excipients, qui est un peu ouais, le livre de référence quoi, qui catégorise tous les excipients et qui donne tous les rôles qu'ils peuvent remplir, justement. Donc, je pense que c'est ça la référence absolue si tu veux savoir ce qu'un excipient fait. Hop, je vous mets le suivant. Un peu le même principe, sauf que cette fois, il n'y a pas de nom d'excipient précis, c'est juste les catégories, les types d'excipients qu'on peut retrouver dans les comprimés nus, pardon. Alors, j'ai du BCD, du CD, du ACDE, CD, CDE, BCD, donc très très partagé. CD, vous avez l'air quand même plutôt très très sûr tous, j'ai l'impression. Mais il y a un peu de B, un peu de E qui s'ajoutent. Alors, vous aviez en majorité raison. En tout cas, évidemment, il y aura le lubrifiant, on en a parlé précédemment avec la question précédente, l'agent de désagrégation pour libérer le principe actif. Pour la E, donc il y en a pas mal qui ont mis conservateur, dans la mesure où en fait le comprimé c'est sec. En fait, il ne va rien se passer dans votre comprimé, quoi. Il y a pas.
Ça, c'est plutôt pour des préparations l'état liquide. Plastifiant, il n'y en a pas parce que justement, on précisait bien dans l'énoncé que c'était un comprimé nu. Donc, il va pas être, on ne va pas rajouter une couche par-dessus. Et isotonisant, bon, ça, c'était évidemment adressé aux préparations injectables, pas du tout pour un comprimé. Non, mais c'est vrai que le comprimé nu, là, le dernier mot était un peu caché. C'est vrai. Hop. Donc, on s'arrête là sur les listes d'excipients comme ça. Bon, ça reviendra un petit peu par la suite. Et on passe à la granulation et au comprimé. Et donc là, une question sur le fonctionnement et l'intérêt de la granulation. Ok. Donc j'ai du ACDE, ACE, CE, ACE. Ok. Donc globalement, CE, vous êtes tous d'accord pour le mettre. Je suis d'accord avec vous. CE, c'est bien là. Et vous avez un peu des hésitations pour la A. Ok. Alors, donc on parle du procédé de granulation, qui est donc une opération unitaire. Est-ce que tout le monde voit un peu à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble concrètement ce qu'on fait en fait. Parce qu'on part de poudre à la base, donc on aura le principe actif sous forme de poudre, et puis on va avoir ensuite aussi les excipients, donc les liants, diluants, etc., lubrifiants qui vont être aussi dans le mélange. Donc on va bien densifier les poudres puisqu'on va les comprimer en fait. Vous allez avoir votre calibrage des matières premières, la préparation du mélange, donc de la formulation. Vous allez avoir une première étape de compression qui des fois s'arrête là et aussi la dernière étape de compression quand on est dans une compression directe. Mais ça, je vous ai fait un schéma, enfin un tableau récap à la fin. Donc, il n'y aura pas de souci. Et donc, forcément, bon, bah, si on comprime, on comprend bien qu'on va densifier la poudre. Est-ce que ça vous va, du coup, ceux qui n'avaient pas mis la A, vous voyez pourquoi elle est juste? Bon, la granulation sèche est aussi appelée extrusion, bon, ça n'a absolument rien à voir. La granulation favorise l'écoulement des poudres, oui, c'est un des buts, enfin c'est un des objectifs. La granulation sèche peut se faire en lider fluidisé. Bon, le lider fluidisé, c'est un procédé de séchage. Donc la granulation sèche, il n'y a pas besoin de sécher, puisqu'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas lieu de sécher quoi que ce soit. Et enfin, la granulation humide est précédée d'un empâtage de la poudre après mouillage. Alors ça, alors j'aurais dû vous mettre le tableau récap à ce moment-là. Bon, il faudra patienter un QCM pour la E, parce que ce sera plus clair quand je vous montrerai mon petit tableau récap avec les 3 méthodes de granulation. Enfin, en tout cas, j'espère que ce sera plus clair avec. Alors, il y a une question, ça correspond à quoi extrusion? Alors, ben, en fait, concrètement, la manip, ce que fait la machine pour l'extrusion, euh, par exemple, là, tu pourrais prendre ta poudre, tu la compresses, tu la fais passer dans un tube, ça te fait sortir, comment dire, un extrudat, quoi, sous forme de long, d'un truc long, et que tu vas pouvoir couper pour avoir des unités plus petites, quoi. Et là, c'est pas du tout le fonctionnement de la granulation. Mm. Ok. Hop. Petit autre QCM sur la granulation, et après, il y a le tableau récap.
Ok. Vous êtes fort hein, quand même en galénique. Hein. Enfin, c'est des QCM d'anal, donc après, peut-être que vous les avez déjà fait et vous les connaissez par cœur à force, hein, mais en tout cas, c'est bien. C'est bien, c'est bien. En effet, comme toutes les réponses qui ont été faites dans le chat, c'est bien A, C, D, E qui sont les bonnes réponses. Alors là, hop, il faut que je m'arme de patience parce que les items sont longs à lire. Alors, dans le cas d'une granulation par voie humide, le mouillage peut se faire à l'éthanol si le principe actif est hydrolysable. Donc ça, je vais pouvoir vous mettre mon tableau récap tout de suite. En fait, ce sera le plus simple. Donc là, il est un peu moche. Je vous avoue qu'il a l'air un peu pixelisé, mais c'est mieux, ce sera mieux sur le drive. Donc, on a bien trois méthodes différentes. Soit la compression directe, qui ne va pas passer par nos granules, soit par granulation sèche ou granulation humide. C'est la méthode la plus rapide. Elle fonctionne avec les principes thermolabiles, puisqu'il n'y a pas d'élévation de chaleur, et hydrolysable, parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais il y a des conditions, notamment sur l'écoulement des poudres. Il faut que les poudres aient un très bon écoulement, et puis qu'elles puissent surtout qu'elles aient une cohésion suffisante une fois qu'elles sont comprimées, compressées. Donc, c'est pas tout le temps possible. Ensuite, la granulation sèche, qui, encore une fois, est compatible avec les principes actifs thermolabiles et hydrolysables, puisqu'il n'y a pas d'élévation de température et il n'y a pas d'eau présente. Je ne vais pas vous lire toutes les étapes, mais vous voyez bien un peu l'idée. Et enfin, la granulation humide, qui, elle, par contre, est strictement incompatible avec les principes actifs thermolabiles et hydrolysables, en tout cas en l'état, puisqu'il va forcément y avoir de l'échauffement avec le séchage, et puis il va y avoir de l'hydrolyse si on utilise de l'eau. Donc c'est dans ce sens-là, je vous le remets un peu plus longtemps si vous voulez, c'est dans ce sens-là qu'allait l'item numéro A, qui nous disait qu'on pouvait utiliser de l'éthanol si jamais le principe actif est hydrolysable pour la granulation humide. Hop. L'item B, bon bah évidemment c'est le contraire. Hein. La granulation sèche, elle est conseillée pour les principes actifs qui sont hydrolysables. L'item C, pour la granulation par voie humide, après l'étape de mouillage, le séchage peut se faire dans des cuves à plateau. Oui, donc ça c'est une des méthodes. Donc il n'y a pas de QCM à proprement parler sur les méthodes de séchage, il me semble. En tout cas, je les ai loupées s'il y en a, et je ne pense pas parce que j'ai fait attention. Mais les méthodes de séchage, donc vous en avez plusieurs différentes. Vous allez avoir bon, bah, le séchage à l'air libre, mais bon, ça ne nous intéresse pas trop. C'est long, il y a un risque de dégradation, de pollution, tout ça, ce n'est pas vraiment adapté. Vous allez avoir les procédés de séchage par chaleur, donc par différentes méthodes, soit par convection, donc ça va être dans des étuves, dans des séchoirs pour les solides, et sinon vous allez aussi avoir la conduction, pardon, donc là avec des séchoirs à cylindres, et sinon des étuves avec des plateaux métalliques chauffés. Je me suis fait un petit pense-bête, hein, c'est pour ça que je vous fais cette petite liste. Vous allez aussi avoir le séchage par le froid, qui est possible, avec la lyophilisation, donc aussi appelée cryodessiccation. Et sinon, vous pouvez utiliser des déshydratants. Donc ça, vous l'avez peut-être utilisé déjà en TP de chimie organique pour retirer l'eau d'une préparation. Vous pouvez rajouter certains produits comme du chlorure de calcium, des gels de silice, et des trucs comme ça. Et sinon, globalement, c'est un peu toutes les méthodes qu'on peut retrouver. Item D, pour la granulation par voie humide, le lubrifiant est généralement ajouté avant l'étape de compression. Oui, c'est le principe. Hein, si on l'ajoute après, ça nous arrange moins, hein, parce que un des rôles du lubrifiant, pardon, c'est de faciliter l'écoulement de la poudre, donc justement l'écoulement dans la machine pour qu'elle puisse être comprimée, que ce soit une machine alternative ou rotative. Et enfin, pour l'item E, le calibrage permet de régulariser le grain et d'obtenir une granulométrie appropriée. Bon, ça, c'est la définition du mot calibrage. Donc voilà, même en dehors de l'académique. Tac.
Désolé, je ne comprends pas la A. Si le principe actif est hydrolysable, on n'utilise pas la granulation humide si. En fait, comment dire? La granulation humide de base, c'est avec de l'eau. Donc, du coup, c'est incompatible avec les principes actifs hydrolysables. Là, ce qu'il propose, c'est que l'étape de mouillage, qui est donc la troisième étape, si tu vois ici tout à droite dans la granulation humide, plutôt que d'utiliser de l'eau, enfin, en tout cas quelque chose d'aqueux, on va utiliser de l'éthanol. Mais l'éthanol, il n'est pas responsable d'une hydrolyse. Voilà. Bon, ça, c'était un item un peu tordu, hein, enfin tordu, inspiré, on va dire. Hop. Et là, dernier QCM sur la granulation et les comprimés. Sur le séchage, ah bah tiens, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'item pas de QCM sur le séchage et j'en ai mis un. Alors j'ai BDE, BDE, AB, ABDE, ABDE, ABDE. OK. Donc globalement, vous avez l'air tous d'accord pour la B et en majorité quand même aussi pour la D et la E. Je suis d'accord avec vous. La B, la D et la E sont bien correctes. Mais il y avait la A aussi. Donc en fait, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. J'avais oublié qu'avec ce QCM-là, donc j'ai pris un peu d'avance. Donc, le séchage à l'étuve, le principe, c'est que c'est une enceinte fermée qui va chauffer. On met notre préparation à l'intérieur, nos granulés, nos comprimés dedans, et l'eau va s'évaporer, quoi. Le lit d'air fluidisé, c'est qu'on va rajouter un flux d'air qui va donc augmenter la vitesse à laquelle l'eau va être éliminée de notre produit. Donc c'est bien plus rapide, c'est l'objectif. Ça exige plus de précautions parce que il y a un stress mécanique qui va s'exercer sur la préparation alors qu'on ne l'a pas pour l'étuve, enfin pour le séchage à l'étuve. La température n'est pas plus élevée, puisque justement on utilise l'air pour accélérer la réaction, la transformation. Alors, donne des grains de moins grande cohésion et formation de grains plus poreux. Ça, je ne sais pas si vous l'avez fait au collège, mais nous, on faisait un TP sur la cristallisation. Et on faisait une expérience avec un premier produit qu'on laissait cristalliser très lentement à température ambiante en se refroidissant, et un autre qu'on refroidissait par exemple au frigo. Et la différence que ça fait, c'est que plus on refroidit doucement, plus les cristaux ont le temps de se former et vont être fins, et plus on a un refroidissement rapide, et plus les cristaux vont être grossiers. Là, c'est le même principe en fait. Vu qu'on va sécher notre produit plus rapidement avec le leader fluidisé, les grains seront moins cohésifs puisque le maillage est moins fin et puis c'est plus poreux, quoi. C'est plus grossier. Je ne sais pas si l'analogie était claire, mais je crois que c'était avec la vanilline ou un truc comme ça qu'on faisait ce TP, il me semble. Hop. Donc c'est fini pour les comprimés et pour... c'est le principe de la vitrification en PMA aussi. Ah ok, ok, ok. Je t'avoue que je connais très peu, donc j'ai pas trop les méthodes, mais ok, ok, ok. Hop. Ça, le QCM qui tue un peu quand on n'a jamais fait les annales, c'est sur les types de verres. Il est tombé trois fois, enfin c'est pas ce QCM exact, mais en tout cas il y a eu trois QCM sur les types de verres utilisés. Voilà, globalement, hein, si vous ne savez pas, c'est dur de deviner. Pour l'instant, ah, il y a des propositions.
ABC, 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 ABC. Incroyable. Vous maîtrisez le verre déjà, vous maîtrisez les types de verres. Super, super. Ah, on voit que vous avez bien taffé les annales, hein. Je ne sais pas si c'est bien tombé dans les concours blancs d'IFARMA ou si vous avez bien fait toutes les annales de galénique avant de venir, mais vous maîtrisez, hein. Chapeau. Donc, les trois types de verres, de 1 à 3, donc, ils vont du plus résistant, le type 1, au moins résistant, plus classique, on va dire, le type 3. Donc, le premier type, en fait, on dit qu'il est neutre dans la masse, c'est-à-dire que sur toute l'épaisseur du verre, il sera inerte. Il ne va pas y avoir, enfin, pas y avoir, beaucoup moins y avoir de réactions chimiques possibles ou oui, ou d'échanges ioniques avec le liquide. Le type 2, c'est du verre classique, donc comme le type 3, sodo-calcique, sauf qu'on va lui faire un traitement de surface pour justement éviter les échanges ioniques entre le verre et la préparation qu'il contient. Et enfin, le type 3, c'est vraiment le verre classique qui lui, n'a pas de résistance chimique ou hydrolytique. Donc ici, bon, bah, pour les items, je ne vais pas nécessairement les relire parce qu'en fait, c'est littéralement la définition des types de verres, hein. Je vérifie quand même qu'il n'y en ait pas un sur lequel il faut que je m'arrête. Donc bon, l'item C, voilà, le type 3 ne peut être utilisé que pour des préparations dont l'excipient ne contient pas d'eau. C'est ce dont je parlais précédemment, hein. C'est que le type 1 et le type 2, ils sont traités pour justement avoir une résistance hydrolytique, une résistance chimique. Donc le type 3 n'étant pas traité, c'est évidemment pas compatible. Et au contraire, du coup, pour la D, il peut être utilisé pour les poudres. OK. Et pour la E, c'est vrai que je peux m'attarder dessus aussi. C'est évidemment pas réutilisable parce que justement, ce traitement de surface, il n'est pas inaltérable, quoi. Voilà. Voilà pour le verre. On passe aux préparations injectables si ça vous va. J'accélère un peu, je parle beaucoup, mais le type 1 est réutilisable, oui. OK, donc là, vous êtes tous d'accord pour la B. Donc évidemment, la A, ce n'est pas le cas. On se doute bien que pour une suspension, on ne peut pas exiger une limpidité, hein. C'est la définition d'une suspension, c'est qu'il y a des particules non dissoutes. Pardon. C'est bien 15 millilitres qui est le volume limite pour, euh, pour que la pyrogénicité soit nécessaire. L'isotonie pour les solutions de glucose, c'est à 5%, pas à 9%. Ça, c'est hypertonique. Le limulus test, donc c'est en fait les limules, c'est des espèces de crustacés là, dont le sang coagule au contact alors je ne sais plus quel type de molécule présente dans les membranes bactériennes. Et donc en fait, si on met ce sang-là en contact de préparation, même de surface, euh, peut-être d'endotoxine, je ne sais plus. J'avoue, j'ai plus exactement la famille chimique de molécules qui réagissent. Endotoxine, ok, voilà. Bon, donc voilà, c'est un test pour la stérilité. Et l'isotonie, non, n'est pas nécessaire dans le sens obligatoire pour les préparations pour perfusion. Si on peut avoir quelque chose d'isotonique, on préfère, mais ça reste possible dans des limites, on va dire, raisonnables, d'avoir quelque chose d'hypertonique ou hypotonique. Toujours sur les préparations injectables.
Ok, donc là, dans les réponses que vous donnez, vous êtes très sûr de la D. La A vous parle bien aussi. Donc, je suis bien d'accord, hein, la A, le principe enfin, le fait que ce soit en suspension et pas déjà directement en solution, ça va avoir une action prolongée. D'accord. La D, je suis d'accord aussi, hein, c'est le principe de la suspension, c'est que c'est peu soluble, pardon, donc ça reste en forme particulière. Et voilà, il y en a qui rajoutent la E aussi. Il y a bien la E en effet. Il y a bien la E. La limpidité, on en a parlé précédemment, on ne peut pas exiger de la limpidité d'une suspension. Et puis la filtration stérilisante, on en a parlé au tout début dans un des premiers QCM, peut-être le deuxième ou troisième. Évidemment, si on fait une filtration stérilisante sur une suspension, bah, on va retenir les particules. Donc c'est un peu contre-productif. Voilà. Et du coup, ouais, il y a quelqu'un qui avait proposé la B. Je pense que c'est peut-être parce que tu as lu vite et tu as lu solution injectable. Mais là, vraiment, c'est suspension. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas exiger de la limpidité pour cette préparation-là. Ouais, bah après, là, je pense que c'était un peu leur piège, hein. Ouais, tu as lu solution. Honnêtement, c'était un peu, ils cherchaient ça un peu quand même. Alors, la question, j'ai pas compris pourquoi la E était vraie. Celles colloïdales peuvent être administrées par voie IV. Et il y a quelqu'un qui pose enfin, une question proche, qui est, c'est quoi déjà les colloïdales? Colloïdales, c'est, comment dire, soluté de remplissage, oui, oui, mais enfin, comment dire, il y a des solutés colloïdaux, mais c'est quand il y a des particules en suspension c'est comme le lait, par exemple. Vous voyez? Ou vous voyez pas du tout? C'est une suspension avec des phases, quoi. Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Comment ça, le lait? Aïe, aïe, mon exemple vous a pas plu, hein. Alors, attendez. Je cherche s'il n'y a pas d'autres exemples. Je tape pour voir s'il n'y a pas d'autres exemples plus parlants que le lait. Bah, vous voyez, le lait, c'est pas de l'eau avec des trucs dissous à l'intérieur. Vous avez une partie aqueuse, ok, et à l'intérieur, vous avez des gras, enfin du gras aussi, enfin des petits globules qui sont en suspension dans l'eau. Ça vous parle plus ou ça vous parle encore moins? Ouais, ça va? Oui, ok. Un risque d'embolie si on injecte une suspension en IV. Alors, bon, comment dire, le diamètre des particules qui sont en suspension, évidemment, il est normé, hein, mais ça ne bouchera rien du tout, quoi. Enfin, c'est minuscule par rapport au diamètre vasculaire, donc il n'y a pas de risque. Non, non. Enfin, il n'y a pas de risque. J'ai pas envie de dire il n'y a pas de risque parce que j'en sais rien, mais euh, non, non. Mais c'est normé, hein. Il y a une limite. Alors, je l'ai pas noté, mais je sais qu'il y a une limite de taille, de diamètre pour les particules, pour les suspensions. Voilà. Bon, bah, du coup, si c'est bon, le colloïdal, ça parle à tout le monde maintenant. Ça va mieux. Hop. Bon, celui-là, normalement, ça devrait aller, hein, parce qu'on en a bien, bien parlé précédemment. C'est que pour les colloïdales. En fait, là, l'item, il demandait juste si les colloïdales, on a le droit de les administrer en voie IV. Enfin, c'est possible. Et la réponse était oui. Mais ce n'était pas du tout pour dire que toutes les suspensions IV étaient colloïdales. Donc là, j'ai du DE, AD, 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 AD. Alors, je suis bien d'accord avec ceux qui disent AD, limpidité puisqu'on est en solution, stérilité parce que ça c'est la condition absolue, jamais on s'en passe. Apyrogénicité, on a parlé tout à l'heure du seuil de 15 millilitres pour lequel c'était nécessaire. Ici on est à 5 millilitres, donc on s'en passe. Isotonie, je l'ai dit tout à l'heure,
c'est dans l'idéal, on aimerait l'atteindre, enfin, on aimerait avoir quelque chose d'isotonique, mais si ce n'est pas isotonique, on peut s'en faire avec. Et la détermination de la taille des particules de principe actif, bon, ça concerne les suspensions. Pour une solution, il n'y aura pas de taille de particules, puisque tout est dissous. Hop, et là, petit dernier QCM de cette partie-là, sur les préparations hospitalières. AE, 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 en effet. Ah, il y a du CE. Non, c'est bien l'ANSM, hein, parce que ce sont des médicaments. Donc, c'est bien eux qui gèrent, ce n'est pas l'ARS. Et évidemment, si on a un équivalent qui existe déjà, on ne va pas reproduire des médicaments qui existent pour se faire plaisir au préparatoire à l'hôpital. Donc voilà. Voilà, ça c'est un petit QCM, on va dire de droit, entre guillemets. Voilà. Tac. Maintenant, les formes à libération modifiées. Là, c'était la plus grosse partie, hein. On a fait plus de la moitié des QCM, hein. Là, il en reste une dizaine. Je vous rassure s'il y en a qui ont faim. Moi aussi. Mais il reste juste une dizaine de QCM. Hop. Ça, la libération prolongée, c'est important de bien bosser les QCM parce que c'est ceux qui reviennent le plus. Vraiment, là, dans les annales, libération prolongée, je pense qu'il doit y en avoir facilement une dizaine. Ils adorent poser des questions dessus. Donc là, vous répondez tous la D. Donc, eh bien, je suis bien d'accord avec vous. La A n'est pas vraie parce qu'il n'y a évidemment pas que comment dire, de la dissolution après désagrégation de la forme galénique, hein. L'acétophthalate de cellulose, est-ce que quelqu'un peut me dire dans quoi il est utilisé? Ouais, c'est ça, gastro-résistant. Donc, c'est le contraire de l'item proposé. Ce n'est pas gastro-soluble, c'est gastro-résistant. OK. Les comprimés à libération prolongée sont toujours pelliculés. Bon, bah non, hein. Les pompes osmotiques, donc ça, vous avez bien retenu que ça a libéré de manière prolongée les principes actifs. Et les amidons pré-gélatinisés retardent la libération des principes actifs. Bon. Hop. Deuxième item, qui celui-là était un item, pardon, QCM, qui celui-là était au concours blanc. C'est moi qui l'ai fait. Je suis responsable de ce QCM. Alors, CE, BCE, BCE, BE, CE. Donc là, vous êtes tous globalement d'accord. OK. Moi aussi. La B, la C, ça a l'air de vous plaire plutôt. Je suis d'accord. Ah, il y a un A aussi que je vois passer. Et en effet, il y a bien un A. Donc ça, c'est un QCM qui n'était pas facile, hein. Je vous l'accorde complètement que c'était pas simple.
mais c'est quelque chose qui est tombé enfin, qui tombe dans les annales, hein. Des questions sur les matrices lipidiques, inertes, hydrophiles, c'est quelque chose qui tombe, hein. Le QCM est original, mais l'idée derrière reste dans l'esprit des annales. Donc là, je vous ai fait les 3 types de matrices, donc inerte, lipidique et hydrophile. Et en fait, bon, bah, le fonctionnement de la libération. Donc pour les matrices inertes, ça va être par diffusion. Pour les matrices lipidiques, par diffusion et érosion enzymatique. Et pour les matrices hydrophiles, par diffusion après gonflement de la matrice. Et je vous ai mis en italique en dessous les types de comment dire, d'excipients qu'on peut retrouver pour ces différentes matrices. Pour les matrices lipidiques, c'est facile, hein, c'est tout le temps des trucs gras, donc soit des triglycérides, et sinon acide, ester, alcool, gras. Donc c'est assez simple comment dire, de reconnaître si jamais on vous les donne dans si on vous le donne dans un énoncé de QCM. Hop. Est-ce que pour vous c'est un peu clair ou c'est un peu trop clair cette histoire de libération prolongée avec des matrices et tout ça? C'est clair? Ok, ok, ok. Tac. Hop. QCM suivant sur les comprimés gastro-résistants. Oui, capillarité et porosité, c'est pareil, ouais. BC, ok. Bon, celui-là était facile. Mais c'était juste pour avoir une occasion de redéfinir les 4 types de libération modifiée. Libération accélérée, donc c'est quand ça se libère plus rapidement que la libération conventionnelle. Est-ce que vous avez un exemple de forme galénique qui permet une libération accélérée? Il y en a même 2, tiens. Ouais, Lyoc, on est d'accord. Lyoc, lyophilisa, c'est ça? Ok. Ouais, effervescent aussi, c'est bien, ouais. Non, bah, c'est bon, bah, vous connaissez tout, OK, super. Donc globalement, voilà, l'effervescent, enfin, les comprimés effervescents, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir très rapidement solubiliser le principe actif, donc le dissoudre très rapidement. On est d'accord. OK, 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 super. La libération prolongée, c'est ce dont on a parlé avant avec les matrices. La libération retardée ou différée, c'est ce dont on parle ici avec les comprimés gastro-résistants. Et il y a la libération contrôlée. Alors, ça, c'est un peu compatible avec la libération prolongée aussi, hein, quand on veut libérer de manière très, très, très constante un principe actif. Donc, vous voyez un peu les comprimés osmotiques. Je ne sais pas si vous voyez le schéma. Euh, donc, c'est un comprimé qui a une membrane avec juste un tout petit trou et un compartiment expansible qui va gonfler au contact de l'eau et libérer le principe actif de manière avec une cinétique d'ordre zéro, quoi. Si vous ne voyez pas, il y a plein de photos sur Internet. Hop, dernier QCM de cette partie. BD, ok. Je suis d'accord, encore un BD, c'est bien ça. Bon, on a dit, hein, c'est pas de la libération prolongée, c'est de la libération retardée ou différée. Le numéro B, enfin l'item B, pardon, c'est à apprendre, voilà, c'est une norme, la norme de contrôle. Donc, pas d'explication au-delà de ça. Les matrices hydrophobes, c'est pour les libérations prolongées. L'uniformité de masse, bon, bah, c'est un comprimé, donc il est concerné. Et enfin, libère le principe actif dans l'estomac. Bon, bah, si c'est gastro-résistant, c'est pas l'idée.
Donc, si pour tout ce qui est libération conventionnelle et modifiée, ça vous va, on passe à la voie pulmonaire et après, il ne restera plus que la voie cutanée. Les 4 QCM de voie pulmonaire et 3 QCM de voie cutanée. C'est tout bon, pas de remarques, on peut passer alors. Très rapidement, parce qu'il se fait tard, je vous ai mis une petite diapo de cours qui en fait reprend des items qui, je pense, pourraient être demandés, hein, enfin des choses qui pourraient tomber en item de QCM, avec donc les facteurs qui vont participer à l'élimination d'un principe actif éventuellement, ou en tout cas l'empêcher d'atteindre sa cible, donc avec le mucus, l'épithélium et le diamètre des voies respiratoires. Et puis aussi les phénomènes qui vont être responsables du devenir, on va dire, du principe actif, une fois qu'il arrive dans les voies aériennes, donc avec l'impaction, la sédimentation, la diffusion. Ça, je vous laisserai revoir si vous voulez un peu aller dans le détail, mais sinon, je passe assez rapidement. Tac. Celui-là, normalement, il n'est pas trop dur. ACE, AE, AE. OK. Donc la C ne vous convainc pas tant que ça, apparemment. OK. La C était juste. Alors, on va reprendre. Déjà, je vais faire un point rapidement sur les 3 grands types de dispositifs qu'on peut retrouver pour l'administration des médicaments dans la voie pulmonaire. On va avoir 2 dispositifs qui servent à administrer des préparations sous forme liquide, à savoir les nébuliseurs et les inhalateurs pressurisés à valve doseuse. Donc nébuliseurs, si vous avez travaillé en officine ou si pendant votre externat vous êtes passé en pneumo, en infectio, ce genre de choses, vous avez dû en voir. C'est des petites machines qui pulvérisent un produit, le nébulisent. Les inhalateurs pressurisés à valve doseuse, bon, c'est votre ventoline, hein, ça tout le monde voit à peu près. Et les dispositifs pour inhalateurs de poudre sèche, comme son nom l'indique, ça concerne des principes actifs pulvérulents, donc forme solide. Et ça, c'est tout ce qu'on voit avec les discus, par exemple. Maintenant, revenant du coup aux items de ce QCM, peuvent être administrés au moyen de nébuliseurs opérant en continu. Oui, on l'a bien dit, nébulisaire pour les préparations liquides, c'est OK. Administré au moyen de nébuliseurs à valve doseuse. Bon, ça n'existe pas, hein. C'est soit un nébuliseur, soit c'est un inhalateur à valve doseuse, mais pas les deux mélangés. Pour la C, qui convainquait pas beaucoup de monde, en effet, ouais, il y avait beaucoup de AE, mais pas trop de C. Enfin, il y avait 2 AE et un seul ACE. Oui, les liquides, donc comme la ventoline, peuvent être administrés par des inhalateurs. Ensuite, la D, c'est le même principe que pour la question B. Ils ont mélangé les nébuliseurs et les inhalateurs. Ultrasonique, c'est un nébuliseur, c'est pas un inhalateur. Ils peuvent être convertis en vapeur, oui. Hop. Maintenant, un autre QCM que vous avez eu dans le concours blanc, pour ceux qui ont participé, qui était aussi de ma facture. Enfin, c'est moi qui ai fait les 2 QCM de galénique. Sur donc les types de nébuliseurs et avec quel type de principe actif est-ce qu'ils sont compatibles sur leurs caractéristiques en tant que telles. J'ai du ABE, ok, c'est bien ça. Je vous ai mis un petit tableau qui reprend les 3 types de nébuliseurs, donc pneumatique, ultrasonique et électronique à tapis, avec les avantages et les inconvénients de chacun. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que si votre principe actif il est thermolabile ou huileux, ça va être du nébuliseur pneumatique. Si votre principe actif est, comment dire, non, j'ai fini ma phrase, pardon.
En fait, le nébulizeur ultrasonique, il fonctionne avec un cristal de quartz qui vibre très rapidement. Et en fait, ça cause un échauffement du liquide. Et donc, ce n'est pas compatible avec tout ce qui est thermolabile et avec les huiles non plus. Donc voilà, pour ça. Et les nébuliseurs électroniques Atami, c'est quand même, ça existe, mais c'est quand même pas non plus hyper répandu à ma connaissance. Voilà pour ce QCM-là. Maintenant, on pose sur un autre dispositif. Maintenant qu'on a terminé avec les deux questions sur les nébuliseurs, on passe aux inhalateurs pressurisés à valve doseuse. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est les dispositifs type ventoline, avec donc un gaz qui est soit comprimé, soit liquéfié, et qui va pouvoir libérer notre principe actif. Donc là, c'est AB, 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 tout le monde est d'accord, je suis d'accord. Donc, cette histoire de coordination entre l'activation de la dose et l'inspiration, en fait, c'est ce qu'on appelle la coordination main-poumon. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir proposer aux patients une chambre d'inhalation. Donc, pour tous les patients qui ont une mauvaise synchronisation main-poumon, les enfants, adolescents, les personnes âgées, et aussi dans le cas d'effets indésirables et de doses de corticoïdes inhalées importantes. Donc, chez le nourrisson, c'est utilisable seulement avec une chambre d'inhalation parce qu'en fait, le débit inspiratoire d'un nourrisson n'est pas suffisant. Ça ne produit pas d'aérosol de manière continue, ça c'est les nébuliseurs. C'est pas encombrant parce que c'est comme la ventoline, c'est des tout petits trucs qui tiennent dans la poche. Et la granulométrie inférieure à 0,22 micromètres, non. 0,22 micromètres, c'est vraiment, j'allais dire c'est microscopique, oui, mais c'est vraiment minuscule, hein. Les particules, elles sont plutôt de l'ordre de 1 micromètre, quelque chose comme ça, quoi. Quelques micromètres globalement. Hop. Et dernier QCM de la partie voie pulmonaire sur les inhalateurs à poudre sèche. ACDE, ACE, CE, ok. CE, CE, donc la C et la E, vous êtes tous sûrs, je suis d'accord, elles sont justes. Et la A, je suis d'accord avec ceux qui ont dit la A, parce qu'en effet, comme c'est une poudre, il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de bouton sur lequel on appuie pour que la poudre soit projetée et tout ça, en fait. Ça nécessite juste d'inspirer cette poudre pour qu'elle pénètre au niveau des bronches. Donc, il n'y a pas de synchronisation. Il n'y a pas de gaz, comme je viens de le dire, hein, il n'y a pas de quoi que ce soit qui nébulise ou qui propulse. Les diamètres des particules, c'est ce dont je parlais avant, hein, on est entre 1 micromètre et quelques micromètres. Évidemment, il n'y a pas de nécessité de stérilité pour les poudres, hein. L'air qu'on respire là au quotidien, il n'est pas stérile et on s'en sort très bien. Et enfin, pour certains dispositifs, la poudre sèche peut être contenue dans des gélules. Ça, c'est avec les systèmes qui sont préconditionnés. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça fait une petite gélule à mettre à l'intérieur. Il y a un petit poinçon qui vient la trouer pour récupérer la poudre. Et en fait, c'est donc le patient qui met ces petites gélules lui-même, soit des gélules unidoses, donc il les met une par une, soit multidoses, où ça fait tout un ruban de gélules qui sont percées les unes après les autres. Et sinon, il y a des systèmes réservoirs où il n'y a pas du tout de gélules. Voilà. Et là, je vous ai fait du coup un petit tableau récap pour les nébuliseurs, les inhalateurs à valve doseuse et les dispositifs pour les poudres sèches, avec avantages, inconvénients un peu de chacun, pour que vous fassiez un peu une idée s'il y en a qui n'ont pas trop l'occasion de les délivrer en pharmacie, en officine, pardon, ou trop l'occasion d'en parler à l'hôpital dans les services dans lesquels ils sont. Ça peut vous donner une petite idée de quoi on parle. Et enfin, la dernière partie, où il ne reste plus que 3 QCM, la voie cutanée et la voie oculaire, oui, que j'avais oublié, pardon. Donc, premier QCM sur les dispositifs transdermiques.
A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Tout le monde est d'accord pour tout mettre. Je suis d'accord aussi. Donc, les dispositifs transdermiques, est-ce que tout le monde voit un peu? C'est des patchs qu'on met au niveau cutané et qui vont donc avoir une réserve d'excipients et de principes actifs qui vont se libérer petit à petit au niveau cutané. Donc, il y a deux types de systèmes. Système matriciel quand la formulation est directement en contact avec la peau et va se libérer à ce niveau-là. Soit quand les excipients et le principe actif, donc la formulation, est séparée de la peau par une membrane. Et cette membrane, en fait, elle va permettre de contrôler plus finement la libération et donc d'être moins dépendant de facteurs patient dépendants, on va dire. Donc, comme je le mets à droite, avec la vitesse de libération qui va dépendre de plusieurs facteurs, la concentration du principe actif, des excipients qui sont dans la formulation, et puis la dose que va recevoir le patient dépend en fait de la surface du patch. Ça, c'est logique. Donc, bon, je sais pas, est-ce que je reviens sur certains items? Je regarde rapidement. Évidemment, on les place sur peau non lésée, sinon la libération ne se fera pas selon ce qui est prévu. Tac, tac. Non, bon. Sauf si vous avez une question sur un item en particulier, je pense que comme vous avez tous répondu parfaitement, on peut passer à la question suivante. Hop. Un QCM un peu original, celui-là. Euh, il nous donne une formulation excipient par excipient. Là, j'ai du ABDE, ABCDE. OK. ABCDE, ABCDE, ACD, ACD. OK. Donc, vous avez quand même un peu des doutes sur la C qui vous parle. Non, pardon, pas sur la C, sur la B et sur la E. OK. Bon, là, elles étaient toutes justes comme le QCM précédent. Enfin, tous les items étaient justes. Là, du coup, je vais les reprendre un par un. Cette préparation, c'est une pommade. Oui, parce que la définition d'une pommade, c'est en fait une préparation semi-solide dans laquelle le principe actif est dissous dans les excipients en monophase. Ça, c'est bien le terme qui est important, monophase. Alors qu'en fait, si on a quelque chose de biphasique, donc typiquement une émulsion, là, on va passer sur une crème. La pâte, qu'est-ce que c'est une pâte? C'est quand il y a une concentration très importante de poudre, en fait. C'est la préparation semi-solide qui contient une forte proportion de poudre, donc plus de la moitié de la formulation, c'est de la poudre. Et un gel, c'est juste un liquide qui a été gélifié avec des agents gélifiants. Et attention, parce que des fois, on croit un peu qu'un gel, c'est plutôt hydrophile. Non, il y a des hydrogels, c'est les plus fréquents en effet. Donc, c'est quand on met globalement de l'eau, du glycérol, ce genre de choses-là. Mais il y a aussi des oléogels quand on met de la paraffine, euh, d'autres huiles gélifiées. Voilà. Donc, voici globalement les quatre types de préparation semi-solide qu'on retrouve au niveau cutané. Les macrogols sont des polymères hydrophiles, oui. Ça, c'est une propriété chimique. Pour la quantité d'eau, du coup, il y en a pas mal qui n'avaient pas. Enfin, non, 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 c'est bon, vous aviez tous mis la C, pardon. C'est moi qui vois mal. Une personne qui n'a pas mis la C. Bon, bah ça, en fait, c'était une soustraction, hein. On avait le QSP 100 grammes pour l'eau. Donc, QSP, c'est quantité suffisante pour. Donc, on prenait notre eau et on soustrayait tous les excipients et le principe actif. Donc, c'est ce que j'ai mis là, 100, moins 3, moins 30, moins 35, moins 25. Ça faisait 7 grammes pour 100 grammes. C'est parce que je ne sais pas compter. Ah, ouais, ouais, t'inquiète. Le jour du concours, tu auras ta calculette, tu le feras direct sur la calculette, tu réfléchis même pas. C'est bien une préparation semi-solide, hein, comme je l'ai dit. Et cette histoire de préparation occlusive,
il y a un peu cette idée, comme pour les gels, où je vous disais que les gels pouvaient être hydrophiles ou lipophiles. Les pommades, c'est pareil. Vous avez des pommades qui vont être hydrophobes, qui elles vont donc avoir un effet occlusif, donc elles vont être coupées du reste, alors que les pommades hydrophiles, elles vont pouvoir diffuser et donc ne sont pas occlusives. Tu peux répéter la différence entre pommade et crème? Ah bah voilà, il y a des gens qui expliquent. Voilà, c'est que pommade, c'est vraiment monophasique, pardon, et que la crème, c'est biphasique, donc c'est une émulsion. Il va y avoir des tensioactifs, tout ce genre de choses-là. Hop. Et dernier thème sur la voie oculaire, c'est le seul qui est tombé sur la voie oculaire, hein, il n'y en a aucun autre. Alors, il y a du ABDE, BDE, BD, BD, BDE, ok. Donc, beaucoup de BD. Je suis d'accord, c'est deux items qui sont justes. La A, non, mais on va en reparler. Et la E non plus. Alors, les exigences pour les préparations ophtalmiques, il y a un peu l'idée, comment dire, c'est relativement proche, on va dire, des préparations injectables. La stérilité est indispensable. Il faut que la préparation à destiner la voie oculaire soit stérile. Pour ce qui est la neutralité, donc neutralité, c'est plutôt le pH, et l'isotonie, c'est, on va dire, souhaitable, c'est-à-dire qu'on préfère avoir une préparation à pH physiologique, on préfère avoir une préparation isotonique, mais il y a de la tolérance. Euh, si c'est comment dire, légèrement acide, ça va être désagréable pour le patient, ça risque de piquer, etc. Donc il y a quand même une marge de manœuvre où on tolère un peu des variations dans le pH et dans l'isotonie. Et après, limpidité, bah non. Non, non. Non, non, non. Alors après, je ne sais pas pourquoi, enfin, euh, comment dire, je me suis perdu. Euh, je l'ai mis là, mais là, c'était un QCM qui était sur les préparations ophtalmiques de manière générale. Mais évidemment, en fait, dans les différentes formes galéniques qu'on retrouve pour la voie oculaire, il y a des collyres. Donc là, oui, on va vouloir que si c'est une solution, ce soit limpide. Mais il y a des collyres qui sont des suspensions. Donc dans ce cas-là, évidemment, ça ne peut pas être limpide. Des émulsions, pareil, ça ne va pas être limpide. Les pommades, les gels, voilà, vous comprenez bien la logique. Donc pour iso-osmotique, j'ai répondu. La pommade ophtalmique, ça prolonge le contact, c'est l'objectif. Pour la C, je vous ai dit que la stérilité était indispensable. Pour la D, oui, bon, ça c'est logique, hein, vu qu'on ouvre quelque chose qui est censé être stérile et qu'on va l'utiliser plusieurs fois, il y a un risque de contamination, donc on met des conservateurs. Et enfin, apyrogène, c'est pas du tout dans les conditions, enfin les exigences pour cette voie-là. Hop, c'était tout. Donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, bah, mettez-la et puis on en discute. Enfin, je vous réponds. Je suis en train de préparer des fiches de galénique, pardon, qu'on mettra dans les semaines qui viennent sur le Discord pour que ça vous fasse un support qui est basé à la fois sur le moniteur, sur les cours de ma fac et sur le livre de galénique des préparateurs. Donc, il y en a 3 qui sont prêtes et Amandine est en train de les relire. Donc, elle m'aide sur ce côté-là. Elle avait plus travaillé sur le moniteur. Moi, j'avais plus travaillé sur le livre des préparateurs. Donc, ça vous fera un petit support. Donc, je vous les mettrai au fil de l'eau. Dès qu'il y en a une de prête, on vous la met sur le drive. Et voilà. C'est pour quelle voie apyrogène? Bon, apyrogène, globalement, c'est pour la voie injectable, donc parentérale, et ça va être pour les volumes supérieurs à 15 millilitres. Donc ça, plusieurs fois, ça a été demandé. J'ai répondu.
Alors, la question pour revenir sur des items, je le fais après. Je réponds aux questions d'abord où je peux répondre rapidement. Mais je note ta question et je reviens sur les diapos après. Hop, tac, tac, tac. Bon, ça a l'air de vous plaire. Sur le Discord, ben, c'est-à-dire sur le Discord. Pour les fiches, tu veux dire? Bah, de toute façon, si tu es sur le Discord, c'est que tu as accès au Drive, non? Enfin, on les met sur le Drive. Ah, voilà, il y a Amandine qui fait coucou. Ça vous a plu? Bon, ok. Bon, tant mieux. J'avais un peu peur que les QCM, ça vous intéresse pas trop ou que si je parle pour dire mes trucs, ce soit pas très pédagogique et que pas très efficace. Mais si ça vous a été utile, voilà, c'est top. C'est top, c'est top. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et hop, je reviens sur les QCM dont vous m'avez demandé. Le 11D. Tac, tac, tac. Celle-là, la 11D. C'est quoi qui te posait souci du coup dans ce QCM-là? C'est que je réexplique. Le limulus test. Alors la limule, c'est un crustacé dont le sang coagule au contact de composants bactériens. Et donc, en fait, dès que tu le mets en contact de quelque chose, si jamais il y a des bactéries, des endotoxines, des choses comme ça, il va coaguler, donc ça va te dire que c'était pas stérile. C'est juste ça. N'hésite pas à me dire si ça suffit, enfin si ça répond à ta question pour la 11D. Si tu es encore là. Du coup, pourquoi la D est fausse? Ah, parce que c'est, comment dire, tu l'utilises pour les surfaces, le Limulus test, en fait. C'est-à-dire que tu mélanges pas ta préparation injectable avec ton truc pour voir et tout ça. C'est un truc de surface, un truc comme ça. Oui, pardon, c'est vrai que je l'ai pas dit en fait, mais oui, oui, désolé. Et après, il y avait une autre question pour un autre QCM. Tac, tac, tac. Hop, attends, c'est le 15, donc c'est celui-là. 15E. Tac, 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 c'est bien celle-là. Ouais. Donc c'est sur les libérations prolongées, amidon pré-gélatinisé, retard de la libération des principes actifs. L'amidon pré-gélatinisé, c'est pour refaire, c'est pour gélifier une préparation, il me semble. Donc c'est pas. Attends, je vais vérifier quand même, mais il me semble que c'est juste pour gélifier un truc, donc c'est pas, ça va pas constituer une matrice hydrophile, par exemple. J'ai pas cité les. Attends, est-ce que je le mets après? Voilà. Dans les matrices hydrophiles, tu vois, c'est pas ça qui va libérer les. Enfin, qui va retarder la libération. Enfin, prolonger, pardon. Yes, c'est tout bon. Eh bien, parfait. Bah, si c'est tout bon pour vous, je vous laisse et passez une bonne soirée. Et merci d'avoir été là pour la conf. Salut!